Bon, de quoi allons-nous parler dans cette vidéo? Dans la dernière vidéo, je vous informais que la chaîne The Mindful Gardener est maintenant disponible avec une piste audio française. Et dès que j'ai fait cette vidéo, j'ai eu un sentiment très puissant en moi que la prochaine vidéo devait être à propos du reconditionnement de la douleur le plus étroit possible. J'ai vraiment eu ce sentiment-là en moi qui a été confirmé par quelque chose qui m'est arrivé par la suite, on va en parler, pour rebalancer la pendule comme ça. Parce que moi, personnellement, je trouve que la chaîne de Mindful Gardener, mais surtout Sam Miller, est assez extrême. Je constate que c'est une personne extrême, un peu dogmatique, et donc je voulais comme ça rebalancer la pendule. Je voulais vous dire ceci également. Je ne serai jamais certain, cette chaîne n'existait pas lorsque je faisais mon reconditionnement de la douleur. Donc je ne peux pas être certain, mais lorsque quelqu'un m'a informé que cette chaîne existait et que j'ai commencé à regarder, à écouter les vidéos, j'ai eu le sentiment très puissant que non seulement cette chaîne ne m'aurait pas aidé, mais qu'elle m'aurait nui durant mon reconditionnement de la douleur. Et là, vous pouvez vous demander, mais pourquoi nous en as-tu parlé alors? Et là, je peux vous parler de quelque chose d'autre que j'ai fait durant mon reconditionnement de la douleur. Et donc, quelque chose dont je suis certain. Parce que moi, durant mon reconditionnement de la douleur, j'ai essayé le journaling de Nicole Sachs. J'ai essayé cette technique. Et non seulement ça ne m'a pas aidé, mais ça m'a nui. Mais je sais que ça aide beaucoup de gens. Donc, c'est pour ça que je veux vous en parler. Parce que le but de ma chaîne est dans un sens de passer de l'information. Et là, c'est sûr, je vais vous informer, je vais vous dire ce que j'en pense. Mais là, c'est à vous de voir. Comme moi, le journaling, non seulement ça ne m'a pas aidé, ça m'a nui, mais ça l'aide beaucoup de gens. Et j'ai l'impression que c'est la même chose avec la chaîne de Mindful Gardener. J'ai l'impression que moi, non seulement ça ne m'aurait pas aidé, ça m'aurait nui, mais j'ai l'impression que ça aide beaucoup de gens. Et j'ai l'impression que ce dont elle parle, je l'ai fait, mais qu'elle met trop d'emphase là-dessus. Elle met trop d'emphase sur le allowing. Et elle semble être un peu condescendante envers qu'est-ce que moi j'appelle le reconditionnement de la douleur, Pain Reprocessing Therapy. Moi, je voulais vous dire, c'est ça dont je vais parler dans cette vidéo, que je considère que le reconditionnement de la douleur a fait le gros du travail. Le reconditionnement de la douleur étroit, c'est-à-dire le cerveau fait une erreur de prédiction et il faut corriger l'erreur de prédiction. Je ne serai jamais certain de ça, mais j'ai l'impression, moi, que c'est ce qui a éliminé plus de 70, 75, peut-être même 80% de mes symptômes. Le reconditionnement de la douleur vraiment le plus étroit possible. J'ai l'impression que c'est ce qui a fait le plus gros du travail. Donc, il y a beaucoup de choses à explorer ici. Pour commencer, on peut explorer le concept ou l'aspect le plus nébuleux que je viens d'aborder, c'est-à-dire décider qu'une technique ne fonctionne pas pour nous, ou peut-être même qu'une technique nous nuit. Comment est-ce qu'on décide ça? Comment est-ce qu'on s'en rend compte? Parce que c'est tentant d'utiliser quoi? D'utiliser les symptômes. Ah ah! Je fais du journaling, les symptômes montent, ça ne fonctionne pas. Ça me nuit. Ah, les symptômes montent. Est-ce qu'on se sert des symptômes pour mesurer? Non, parce que j'allais faire du jogging et les symptômes montaient. Et il a fallu que je fasse du jogging pour reconditionner ma douleur. Donc, on ne se sert pas des symptômes. Donc, de quoi est-ce qu'on se sert pour savoir qu'une technique ne fonctionne pas? C'est pour ça que j'ai voulu commencer par cet aspect, parce que je n'ai pas de réponse claire pour vous. Désolé. Je trouve, moi, que ça fait partie du processus. Développer, redévelopper une espèce d'instinct pour écouter comme ça, ces espèces de sentiments en nous qui nous disent
Non, non, ça ne fonctionne pas, ça ne nous aide pas. Sans se servir des symptômes. C'était un sentiment de plus en plus puissant en moi. Je faisais du journaling et je disais non, ça ne m'aide pas. Pas parce que les symptômes montaient. Ou de l'autre côté, il ne faut pas dire que quelque chose fonctionne parce que les symptômes baissent. Et ça, c'est encore plus difficile à accepter. On va parler du repérage somatique dans cette vidéo. Il y a des gens qui m'ont déjà dit, plus d'une personne, le repérage somatique a fonctionné. On peut dire le repérage somatique en général fonctionne long terme, mais j'ai déjà entendu ça, il y a des gens qui m'ont dit le repérage somatique, un repérage somatique a fonctionné. Je demande, mais qu'est-ce que tu veux dire le repérage somatique a fonctionné? Les symptômes ont baissé. Non, 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 non. On ne se sert pas des symptômes pour mesurer si quelque chose fonctionne. Le but du repérage somatique, ce n'est pas de baisser les symptômes, c'est d'être avec ce qui est. Donc ça, on est vers la base. J'ai décidé de revenir un peu à la base. Si les symptômes baissent, on ne va pas se plaindre. C'est bien, on reste avec. Si les symptômes restent constants, on reste avec les symptômes constants. Si les symptômes montent, c'est correct. Je sais que c'est difficile au début à accepter, mais c'est correct aussi. On peut dire, le repérage somatique ne fonctionne pas. Même que je dirais que c'est là que le gros du travail se fait. C'est lorsque on est en plein repérage somatique et que les symptômes montent, et là qu'on est capable de plus en plus de rester avec, que si on veut utiliser ce terme, ça fonctionne. Mais comment est-ce que j'ai su que le journaling ne fonctionnait pas pour moi? Je ne sais pas trop. Parce que moi, j'utilisais beaucoup d'outils, beaucoup de techniques. Et comme je l'ai déjà expliqué, de plus en plus, c'était d'éliminer les outils un à un et d'arriver au point final, la technique qu'on pourrait, s'il ne fallait mettre qu'un nom dessus, qu'on pourrait appeler celle de Dan Buglio. J'ai vraiment lâché les outils un à un. J'ai pas besoin de ça, j'ai pas besoin de ça, j'ai pas besoin de ça, j'ai pas besoin de rien. Je ne suis pas brisé, je n'ai pas de problème, donc je n'ai pas besoin d'outils pour me réparer. Ça prend du temps à arriver là. Et journaling est vraiment un des premiers outils que j'ai jeté aux poubelles. Parce que je sentais au fond de moi, pas en me servant des symptômes, que ça me nuisait. Et c'est ce que j'ai senti, moi, en écoutant la chaîne, je pourrais dire The Mindful Gardener, mais j'ai presque envie de dire la chaîne de Sam Miller, que ça m'aurait nui. Mais le journaling aide beaucoup de gens. Et d'après ce que je comprends, la chaîne de Mindful Gardener, Sam Miller, aide beaucoup de gens. Donc, j'ai voulu en parler quand même. Parce que vous êtes des adultes et c'est à vous de décider de développer votre propre instinct. Et lorsque j'ai écouté son message, j'ai reconnu que c'est ce que j'avais fait en effet. Ce qu'elle décrit, allowing et permettre et integrate, intégrer, permettre aux sensations de monter et là les intégrer, c'est ce que j'ai fait sans utiliser ces termes. Mais selon moi, elle met trop d'emphase là-dessus. Elle est un peu trop extrême, à mon goût. Idéalement, il y aurait plein de chaînes de reconditionnement de la douleur. Et là, à cause des pistes audio françaises, il y en a de plus en plus. Et là, vous pouvez naviguer tout ça, apprendre à naviguer. C'est mon humble opinion. Donc là, elle va très, très loin là, dans le allowing, le permettre, l'intégration. Et moi, j'ai le goût de ramener là, ça au reconditionnement de la douleur très étroit. Très, très, très étroit. Le plus étroit possible. Parce que moi aussi, des fois, j'en parle de façon... Est-ce que c'est un peu condescendant ou j'essaie de justement le remettre dans son contexte, le reconditionnement de la douleur étroite? C'est une erreur de cerveau. Il faut corriger l'erreur du cerveau. Je le dis peut-être avec un petit ton comme ça parce que oui, c'est plus large. Mais je ne devrais jamais être condescendant comme ça envers le reconditionnement de la douleur étroite parce que, comme je l'ai dit, je considère, et ça c'est difficile à établir, mais que ça a éliminé 80% peut-être de mes symptômes. 80%. Si ce n'est pas 90. Et donc je voulais vous donner cette espèce d'avertissement. Faites-en ce que vous voulez. D'ailleurs, elle tombe sur les nerfs de beaucoup de gens, Sam Miller. Elle n'est pas pour tout le monde.
Donc peut-être que vous allez seulement l'écouter parler quelques secondes et faire « Oh, moi j'aime mieux Dan Buglio ». Et là, ça c'est une question de préférence personnelle. J'aime mieux la façon dont il délivre, dont il nous donne le message, mais j'aime mieux aussi ce qu'il dit. Moi, c'est ça, je vais toujours vous le dire. Au fin du compte, c'est le message de Dan Buglio qui a fonctionné pour moi. Mais même avec Dan Buglio, je trouve que lui va trop loin de l'autre côté, avec l'indifférence. Elle est trop dans le oui. Lui, il est trop dans l'indifférence. Et moi, je considère que le reconditionnement de la douleur, c'est un peu le non. Hein? Non. Non, cerveau, tu te trompes, tu fais une erreur, et l'on corrige l'erreur du cerveau. J'essaie d'amener de la balance, de l'équilibre dans tout ça. Qu'est-ce qui m'a donné le goût encore plus de faire cette vidéo? Je suis allé voir ma voisine hier, et là, elle me parlait d'une personnalité très connue au Québec, Josélito Michaud, qui lui a eu une série de symptômes qui pour moi sont très clairement ce que j'appellerais des symptômes neuroplastiques. Et là, il y a différents termes justement. Et c'est ça qu'on va explorer dans cette section de la vidéo. Et lui, il s'est fait diagnostiquer de troubles neurologiques fonctionnels. Et moi, ce que je peux vous dire, c'est que j'étudie ça beaucoup. Je n'adore pas ce diagnostic, je ne constate pas que ce diagnostic est excellent, mais c'est un très bon diagnostic. Trouble neurologique fonctionnel, pas excellent, très bon diagnostic. Je n'aime pas le terme du tout. Quel mauvais terme. On dirait quelque chose de structurel. La première chose qui me vient en tête, c'est des nerfs comme ça qui ont un trouble fonctionnel. Quel mauvais terme, trouble neurologique fonctionnel. Mais un bon, voire très bon diagnostic. Qu'est-ce qu'ils leur disent lorsqu'ils informent quelqu'un sur un trouble neurologique fonctionnel? Ils leur disent, ce n'est pas dans ta tête, au sens où c'est imaginaire, c'est une erreur de prédiction du cerveau et il faut corriger l'erreur de prédiction. Et là, comme ça, les symptômes vont disparaître. Excellent. J'en ai déjà parlé, de troubles neurologiques fonctionnels, mais je vais remettre tout le matériel dans les notes de description de la vidéo, c'est-à-dire 2 articles de la presse et un petit documentaire comme ça, un petit topo de découverte qui est sur la SRC au Canada de seulement 11-12 minutes, ce n'est pas très long, qui va vous expliquer c'est quoi le trouble neurologique fonctionnel et comment il le traite. Et si vous écoutez ma chaîne depuis longtemps, vous allez voir que c'est vraiment très intéressant. Pourquoi? Parce que c'est le reconditionnement de la douleur. Trouble neurologique fonctionnel, c'est carrément des symptômes neuroplastiques. Et leur traitement, c'est carrément, vous allez le voir, le reconditionnement de la douleur le plus étroit possible. Et ils ont d'excellents résultats. On suit dans les 2 articles et dans le petit documentaire comme ça, un photographe qui était fonctionnel à 5%. Tout comme moi, là, alité, fatigue, douleur, plein de symptômes incompréhensibles. Il constate qu'il était un zombie, qu'il était à 5%. Et là, à travers ce processus, dans l'article, si je me souviens bien, il nous dit qu'il est à 80%. Et peut-être que le petit documentaire a été tourné par la suite. Il nous dit dans le documentaire, je constate maintenant que je suis à 90%. Lui, il mettait des bouchons dans ses oreilles constamment. Il ne pouvait plus endurer les sons. Il avait une longue barbe, il ne se rasait plus parce que ça lui faisait mal se raser. Et là, on le voit, il a une barbe bien taillée. Il se promène, il prend des photos dans la nature. Rétabli à 90%, avec le reconditionnement de la douleur vraiment le plus étroit possible. Et eux, dans les articles de la presse, ils sont explicites. Ça n'a pas rapport avec les émotions. Il n'y a pas de personnalité type qui va développer ce genre de symptômes. J'espère que déjà vous entendez des petites cloches dans votre esprit qui font faux, faux, faux. Oui, tout le monde peut développer ce genre de symptômes, mais il y a une personnalité typique qui va plus souvent que d'autres développer ce genre de symptômes. Oui, ça a un rapport avec les émotions, j'en suis sûr et certain.
Mais pourquoi je voulais mettre l'emphase là-dessus dans cette vidéo, c'est que regardez comment un traitement comme ça, qui dit ce n'est pas, non seulement qui dit ce n'est pas très important l'aspect émotionnel, qui dit ça n'a pas rapport avec les émotions. Il faut seulement corriger l'erreur prédictive du cerveau. Regardez le résultat, à quel point c'est impressionnant. Donc c'est ça, je suis allé voir ma voisine. Elle m'a parlé, elle lisait la biographie de José Lito Michaud, qui s'est fait diagnostiquer. Et là, lui, j'ai regardé une petite interview sur YouTube d'il y a cela quelques mois, donc je ne sais pas où les choses en sont présentement. Mais il attendait d'entrer dans le programme du CHUM. Donc, il était vraiment dépendant, c'est ça. Il n'avait pas l'impression qu'il pouvait... Il faisait des progrès par lui-même parce qu'ils lui ont expliqué qu'il faut que tu te rassures. Premièrement, il a dit « J'arrête de paniquer. Maintenant que je sais que je n'ai pas de problème structurel. » Donc, arrêter de paniquer, avoir le moins peur possible. Déjà, ça l'a aidé. Et lui, au lieu de dire « Il parle à son cerveau », il dit « Il parle à son corps ». Comme avant l'interview, il dit « J'essaie de sortir de ma voiture, mon pied ne fonctionnait plus, mon pied ne bougeait plus. » Et là, au lieu de parler à son cerveau, lui dit à son pied « Oui, oui, tu es capable, allez, bouge. » Donc là, ça devient très intéressant pour vous de voir d'autres mots, d'autres termes, d'autres approches, mais qui se ressemblent étrangement. Là, il dit, lui, je parle à mon pied. Il ne connaît pas Sarno, il ne connaît pas Alan Gordon, d'après ce que je peux voir. Et là, c'est ça, il est dépendant du CHUM, le Centre hospitalier de l'Université de Montréal, si je ne m'abuse. Il est dépendant du CHUM, il attend d'entrer dans le programme du CHUM. Il dit, même si je suis une célébrité, j'attends mon tour, je n'ai pas de traitement spécial. Donc c'est un peu triste, ça, qu'il se sente vraiment dépendant du CHUM comme ça, là. Et que personne ne lui a parlé de déjouer la douleur chronique. Mais le point central de cette vidéo, c'est que ce qu'ils font au CHUM, c'est le reconditionnement de la douleur. C'est tellement intéressant pour moi de voir ça, parce que c'est comme une espèce de laboratoire où je vois les résultats vraiment du reconditionnement de la douleur le plus étroit possible. Et les résultats sont souvent impressionnants. Lisez dans les articles la liste de symptômes qu'ils adressent. Absolument incroyable. Sans faire le allowing et tous ces trucs, et sans jamais parler de Peter Levine, sans jamais parler des traumatismes non plus, aller dans le Bessel van der Kolk et le Peter Levine. Tous ces trucs. Donc, c'était très intéressant. Et là, dès que j'ai parlé de ma voisine avec ça, on a lu les articles ensemble. Elle était fascinée. Elle a elle-même des symptômes qu'elle considère depuis longtemps psychosomatiques. Ça a toujours été intéressant. On peut explorer l'histoire des termes aussi. David Clark, lui, il nous dit qu'ils ont longtemps eu des débats sur les termes à utiliser. Sarno utilisait TMS. Et là, de plus en plus, eux, au début, ils se sont dit, on ne peut pas utiliser psychosomatique parce que dans l'imagination du peuple, dans notre société, psychosomatique, souvent, ça a une connotation d'imaginaire. Vous imaginez ça. Ils se sont dit, il ne faut pas utiliser le terme psychosomatique. Donc, au début, eux, ils utilisaient le terme psychophysiologique. Excellent terme. J'adore ce terme. C'est exactement ça. C'est psycho, c'est la racine, psychophysiologique. Mais éventuellement, ils ont décidé d'adopter le terme symptômes neuroplastiques. Moi, j'adore le terme neuroplastique. Lorsqu'on lit sur les types de douleurs, il y a 3 types de douleurs. Il y a les douleurs nociceptives, quand il y a un dommage au tissu, par exemple. Et là, le système nerveux informe le cerveau. Dommage au tissu, douleur nociceptive. Il y a les douleurs neuropathiques. Ça, c'est quand il y a des dommages au système nerveux en tant que tel. C'est une simplification, mais c'est à peu près ça. Et vous allez rencontrer, si vous faites des recherches, le terme, il y a des douleurs nociplastiques. Je n'aime pas ce terme. C'est un synonyme de neuroplastique. Moi, c'est le terme que j'aime. Neuroplastique et David Clark et ces gens ont décidé d'adopter ce terme maintenant. Symptômes neuroplastiques. C'est le meilleur terme pour décrire ce qui se passe et c'est le meilleur terme pour donner de l'espoir aux gens. Pourquoi? Parce que c'est plastique.
Plastique, ça veut dire changeant. On peut le modifier. Vous allez développer les symptômes parce que, à cause de la plasticité, justement, votre cerveau s'est circuité d'une certaine manière, mais vous pouvez le recircuiter. Espoir, c'est plastique, c'est neuroplastique. Donc, c'est un terme qui explique la cause et qui vous donne la solution. Donc, non, je n'aime pas le diagnostic, le terme trouble neurologique fonctionnel. Trouble! Ah! Trouble! J'ai un trouble! Ces gens-là ne comprennent pas bien la psychologie. Ils ne comprennent pas la psychologie en général, ils ne comprennent pas la psychologie des gens en douleur chronique. Espoir, espoir, neuroplasticité, pas trouble. David Clark en a parlé, ça justement, qu'au début, il mettait des mots comme ça dans les titres. Et là, les gens font « Ah, trouble! Ah! » Vous n'avez pas de trouble. Il n'y a aucun trouble si vos symptômes sont neuroplastiques, nociplastiques. Aucun trouble. Aucun trouble. Trouble neurologique fonctionnel! Quel mauvais terme. Ce n'est pas un excellent diagnostic, c'est un très bon diagnostic et leur traitement est bon, voire très bon. Et lorsqu'on lit là-dessus, c'est ça, les gens semblent se rétablir, mais il semble manquer un petit quelque chose. Et peut-être que justement ce petit quelque chose, c'est toute cette espèce d'aspect dont Sam Miller nous parle. Allowing, permettre, les émotions, l'aspect émotionnel justement. Ça, c'est des gens en sarreau. Les gens en sarreau ne sont pas très bons en général avec les émotions. Ce n'est pas émotionnel. Hein? J'ai observé dans mon microscope, je n'ai pas vu d'émotion. Ce n'est pas émotionnel. Quand elle dit ça, elle me fait rire. Selon moi, il y a une personnalité typique qui va... Tout le monde peut développer des symptômes neuroplastiques, mais il y a une personnalité typique comme ça qui vont développer plus que les autres. Et oui, évidemment, c'est émotionnel. Si vous écoutez ma chaîne, vous le savez, mais on peut mettre trop d'emphase là-dessus. Et on peut avoir des résultats absolument incroyables avec juste le reconditionnement de la douleur le plus étroit possible. Possible. Donc, je vais peut-être lire la biographie de José Lito Michaud. Je ne sais pas où il en est dans son processus. Ça pourrait être intéressant. Mais je voulais adresser ça, le trouble neurologique fonctionnel, le reconditionnement de la douleur le plus étroit possible. Eux, ils ne font pas de repérage somatique. Très intéressant, ça. Moi, j'entends ce message. Moi, j'ai entendu, comme j'ai dit au début de la vidéo, des gens m'ont dit au début, journaling, c'est bon. J'ai tout de suite vu que ce n'était pas bon pour moi. Moi, j'ai tout de suite vu que repérage somatique, ça allait être excellent pour moi. Oui, oui, oui. J'en faisais déjà un peu à cause de Peter Levine. Repérage somatique, repérage somatique. Il y a des gens qui disent, ça me nuit. Ça me nuit. Ça, peut-être qu'il faut vous écouter votre instinct. Si vous considérez que vous êtes le genre de gens qui déjà portez trop d'attention aux sensations internes, peut-être que ce n'est pas la bonne saison dans votre reconditionnement de la douleur pour faire beaucoup de repérage somatique. Peut-être mettre plus d'emphase sur l'indifférence à ce moment-là. Et là, revenir, il y a des saisons. Je veux en parler. Donc, moi, j'ai tout de suite vu repérage somatique essentiel pour moi. Mais comme on le voit dans cette technique tout à fait étroite, même pas de repérage somatique. Donc, vous n'êtes pas obligé de faire du repérage somatique. Mais ce qu'on appelle le reconditionnement de la douleur, basé sur Alan Gordon et le Boulder Back Pain Study, commence vraiment à être de plus en plus connu dans la population. Il y a même eu un article dans la presse là-dessus. Je vais l'inclure lui aussi dans les notes de description de cette vidéo. Et là, oui, je veux adresser ça. C'est ça. Quand on aborde le reconditionnement de la douleur du point de vue, désolé, je vais utiliser un terme anglais, du point de vue mainstream, hein, dans les espèces de réseaux comme ça, comme la SRC et les gros journaux. Encore une fois, ces gens-là ne semblent pas comprendre la psychologie humaine en général et la psychologie des gens en douleur chronique. Moi, si on m'avait insisté là-dessus, si on m'avait dit au début, je vais aller à l'extrême, si on m'avait dit au début du processus, ça ne fonctionne que pour 99,9% des gens, j'étais le roi de la catastrophe. Je catastrophiais
et je ne veux pas dire tout le monde, mais je sais que la grande majorité des gens de douleurs chroniques catastrophient. Ça fait partie du mécanisme. Vous allez toujours au négatif, toujours au plus négatif possible. Catastrophe. Ça marche pour 99,9% des gens. Ah, moi, je fais sûrement partie du 0,1 pour qui ça ne fonctionne pas. Ils ne comprennent pas cet aspect de l'espoir. Il faut retrouver l'espoir, non seulement l'espoir, mais l'inspiration. C'est tellement sèche, c'est tellement plate, c'est tellement ininspirant. La façon qu'il en parle. Oh, ça ne marche pas pour tout le monde, c'est limité, blablabla. Tout de suite, là, moi, oh, je m'écrase. Oh, ça ne marchera pas pour moi d'abord. Je suis découragé. Hein, ils ne comprennent pas. Et même les gens qui comprennent bien le reconditionnement de la douleur, en général, je peux faire une critique des livres comme celui de, je ne vais pas nommer de livre particulier, comme plusieurs livres, je les ai déjà nommés d'ailleurs, ce n'est pas assez inspirant. Il faut retrouver l'inspiration, il faut redevenir, j'espère que vous l'avez déjà été, mais sinon, il faut devenir inspirant, inspirer, inspirant. Ça fait partie de retrouver la flamme. Si on est vraiment dans les statistiques, dans le sèche, ça ne marche pas pour tout le monde. Blablabla. Ils ne comprennent pas grand-chose à la psychologie de la douleur chronique. Moi, personnellement, ma croyance, et faites-en ce que vous voulez, c'est une croyance. Il y a des gens qui regardent ma chaîne à qui je n'ai jamais parlé. Tous les gens à qui j'ai parlé sont capables. C'est vraiment une croyance ferme en moi. Tous les gens à qui j'ai parlé, je dis, t'es capable, t'es capable, t'es capable, t'es capable. Je ne vois pas pourquoi tu ne serais pas capable. Au moins de corriger l'erreur prédictive du cerveau et d'adresser comme ça une grande majorité des symptômes. Vous êtes tous capables. Et là, dans cet article de la presse, à la fin, il parle même de quelqu'un qui souffre de dystrophie musculaire. Donc ça, c'est très structurel. Et il parle du fait qu'il y a des approches de plus en plus justement pour même baisser la douleur, baisser les symptômes de problèmes structurels. Donc déjà ça, c'est de l'espoir. Et moi, ce que je peux vous dire, c'est que c'est comme ça que j'ai commencé initialement. C'était mon approche du début. Je me disais, je ne crois pas que je vais réussir à éliminer mes symptômes à 100%. Je me disais, oui, ça va marcher pour moi, mais j'ai l'impression qu'il va y avoir, que je vais seulement me rétablir à 80-90%. Et à la fin du processus, j'ai réalisé que environ 10% était structurel. Donc, ce n'est pas mauvais de partir avec cette approche-là. Ce n'est pas comme si dès le début, il faut dire, oui, je suis convaincu à 100% que 100% de mes symptômes sont neuroplastiques. Je ne crois pas que beaucoup de gens sont capables de partir à ce point-là. Moi, je suis parti avec l'idée que peut-être qu'il y a une partie de mes problèmes qui sont structurels et plus que le processus avance, plus je vais réaliser c'est quoi le pourcentage. Je vais peut-être me rétablir à 80%. Ça me faisait saliver. Je vais peut-être me rétablir à 80-90%. Et là, j'ai réalisé, 90%, je veux dire 10% était structurel. Donc, on peut commencer avec cette approche. Avec l'approche, j'ai peut-être des problèmes structurels, mais là, ces stratégies-là vont m'aider à baisser, désamplifier les douleurs structurelles. Et là, plus ça avançait, plus je gagnais en confiance. Et là, plus je me disais, mais non, c'est ça. Moi, en tout cas, moi, étant donné que j'avais la fibromyalgie, c'était 100%. 100% neuroplastique. 100%. 100% neuroplastique. Parce qu'on a la fibromyalgie, c'est souvent le cas, à moins qu'il y ait des comorbidités. Moi, je n'avais pas de comorbidité. Et là, est-ce que je suis rétabli à 100%? Non. Moi, selon moi, on ne se rétablit jamais à 100% parce que j'ai encore des petits symptômes comme ça à gauche, à droite. Mais ils ne sont pas un problème. Pas un problème. Je n'ai aucune peur que les symptômes reviennent. Aucune peur. D'ailleurs, c'est là qu'on peut considérer que le processus est terminé. Pas quand notre douleur tombe à zéro. Moi, c'était mon rêve, c'était mon fantasme ultime. Ne plus avoir de douleur, être à zéro. J'en ai parlé souvent. Et là, la première fois que j'ai eu zéro de douleur, je disais, mais le processus était fini, zéro douleur. Mais non, c'est ça. J'avais peur encore. Mais tout d'un coup, que les symptômes reviennent. Ouf, ouf. Non, je suis bien, là, je suis bien. Je ne veux pas que les symptômes reviennent. Le processus n'est pas fini. Les symptômes sont revenus. Le processus est fini lorsqu'au milieu des hauts symptômes, c'est au milieu des hauts symptômes que le processus
est terminé, pas à 0, et qu'on est 100% confiant. On dit, il n'y a aucun problème, ce n'est pas dangereux, je ne suis pas en danger, aucun problème. Et là, tôt ou tard, le subconscient va éteindre les symptômes, va corriger les erreurs de prédiction du cerveau. Vidéo d'une demi-heure. Je ne veux pas faire... Ça, c'est une version d'une vidéo courte pour moi maintenant. Donc, que pourrait-on dire en conclusion? Le journaling, ce n'était pas bon pour moi. Mais je sais que ça aide beaucoup de gens, donc j'ai décidé d'en parler. J'ai fait des vidéos sur le journaling. Même chose pour la chaîne de Mindful Gardener, la chaîne de Sam Miller. L'autre gars, comment il s'appelle? Helmut. Helmut, c'est un numéro aussi. Ils sont vraiment des opposés. Hein. Elle est très intellectuelle. Elle, je peux dire ça pour finir, elle intellectualise beaucoup. Très intellectuelle, Sam Miller. Là. De la théorie pour expliquer quelque chose d'assez simple. Allowing, permettre. C'est très simple. Et là, elle parle de physique quantique. Est-ce qu'on a besoin de parler de physique quantique? Elle est très intellectuelle. Et là, le gars, lui, Helmut, je pense qu'il s'appelle, j'ai pas écouté beaucoup de vidéos de lui, il est dans son pick-up. Il est dans son pick-up comme ça, puis il donne des trucs plus concrets. Là. Bon, j'ai décidé de vous parler de cette chaîne, parce que même si moi, je ne serais jamais certain, j'avais l'impression qu'elle m'aurait, non seulement qu'elle ne m'aurait pas aidé, mais qu'elle m'aurait nui. Je sais je constate qu'elle aide des gens, je peux voir ça. Et le but de ma chaîne, c'est de passer l'information. Peut-être que ça peut vous aider. Mais moi, comme je vous dis, je préfère de loin Dan Buglio. Les deux personnes qui m'ont, je peux finir avec ça, les deux personnes qui m'ont aidé le plus, c'est Jim Prusak et Dan Buglio. Sans aucun doute. Je n'hésite même pas. C'est vraiment les deux approches. S'il n'y en avait que deux à conseiller pour moi, c'est Jim Prusak, Dan Buglio. Vraiment le message qui m'a aidé le plus à... Oubliez ça, là, ces histoires là, de traumatisme, il faut tout réguler le système nerveux. Oh, il faut tout que je ressente toutes mes émotions. Et là, s'il y en a une que je ne sens pas, je ne serai pas rétabli à 100%. Moi, je ne sens pas toutes mes émotions. J'ai fait encore beaucoup de répression. Tout ça, je fais de mon mieux, c'est tout. Et j'ai éliminé un grand 99,9. Est-ce que je suis à 100%? Je ne sais pas. C'était ça le message de cette vidéo. Il faut développer un instinct pour ce qui nous aide, ce qui nous nuit, sans se fier aux symptômes. C'est ça qui est difficile. Il faut réécouter cette petite voix, cette petite voix interne qui nous dit non, ce n'est pas bon pour toi le journaling. Cette petite voix m'a dit non, cette chaîne ne t'aurait pas aidé. Et même qu'elle peut nourrir le côté obsessionnel de certaines personnes parce qu'elle sort tellement de matériel. Faites attention à ça, hein, ceux qui aiment ça. Ce qu'on appelle en anglais le endless scroll, hein, ceux qui aiment ça être sur Internet comme ça. Et là, il y a du contenu infini maintenant. On peut comme ça aller à l'infini sur Internet. Il n'y a plus de fin. Là. Avant, il y avait une fin. Ah! Il n'y a plus de matériel. Là, maintenant, avec Internet, il n'y a plus de fin. Donc, on peut aller à l'infini. Et elle, peut-être qu'elle nourrit un peu ça. J'espère que je ne le fais pas. J'essaie de ne pas trop mettre de vidéos. Trouver un équilibre. Il ne faut pas en mettre trop ou il ne faut pas en mettre pas assez. J'essaie de trouver un équilibre. J'espère que je l'ai atteint. Question d'équilibre. C'est ça que j'ai essayé. Vraiment, j'ai essayé de mettre l'emphase là-dessus dans cette vidéo. Sam Miller va trop loin dans le oui. Peut-être que Dan Buglio va un peu trop loin dans la différence. Je ne sais pas. Moi, il y a 3 techniques qui ont fonctionné pour moi. 3 attitudes qui ont fluctué tout au cours du processus à différents degrés. L'indifférence, le oui, permettre, intégrer, oui. Ouh, une sensation complexe. Sensation difficile. Oui, et on intègre. Sinon, elle revient. C'est ça qu'elle nous dit, Sam Miller. Si on ne permet pas, si on n'intègre pas, la sensation monte comme ça, et là, on fait non, non, non. Et là, elle revient dans l'ombre, on pourrait appeler ça l'ombre, et là, elle recircule. Jusqu'à ce qu'on lui permet jusqu'à ce qu'on lui permet comme ça de se compléter et d'être intégré. Moi, je ne mettrai pas trop d'emphase là-dessus. Regardez les notes de description de cette vidéo. Il y a beaucoup de matériel intéressant qui vont vous montrer le pouvoir
du reconditionnement de la douleur, non seulement étroit, mais le plus étroit possible.